Donc bonjour et bienvenue dans cette seconde émission de rentrée de l'économie expliquée par mon père. Alors aujourd'hui on va faire une émission un peu spéciale, toujours en présence du DAF qui nous gratifie de ses ambiances vocales. On va essayer de... Je vous ai posé des questions, je vous ai demandé ce que vous vouliez que je pose comme question à Charles et j'en ai noté une bonne vingtaine que j'ai essayé d'organiser. Oui, donc il ne faudra pas passer trop de temps sur chaque question. J'ai essayé de les organiser un peu par thématique et on va donc les traiter les unes après les autres. Alors, parmi les grandes questions, on retrouve une question assez classique qui est quelle perspective économique et politique pour la France vis-à-vis de l'Allemagne dans les prochaines années en demeurant dans le système de l'euro? Si on demeure dans le système de l'euro, la vérité, c'est que donc notre appareil industriel continuera à ne pas être compétitif vis-à-vis de l'Allemagne. C'est pas que les Français travaillent moins bien, les Français ont une productivité supérieure à celle des Allemands, ce qui surprend les gens, mais le poids de notre État est tel que du coup les entreprises françaises sont moins rentables. Comme les entreprises françaises sont moins rentables, et si vous restez dans un système de taux de change fixe avec l'Allemagne... Taux de change fixe qui est obligatoire, puisque l'euro existant, on a de facto un taux de change fixe. Voilà, on ne peut pas changer la parité des points d'achat pour ajuster les variables. Eh bien, voilà ce qui va se passer, mais c'est que les entreprises françaises vont rester moins rentables, et donc si vous devez faire un investissement industriel quelque part en Europe, entre la France et l'Allemagne, vous irez le faire en Allemagne. C'est-à-dire que l'un des thèmes de la prochaine campagne présidentielle, ça risque d'être la désindustrialisation de la France. Elle va continuer, quoi. On va devenir un pays, comme je l'ai toujours dit, de bronze-cul. Je ne sais même pas si la désindustrialisation sera véritablement une thématique, puisqu'on s'oriente avec la candidature possible de Zemmour vers une campagne qui, à mon avis, va plutôt être identitaire. Mais bon, on verra. Oui, mais on peut pas garder l'identité de la France. Sans conserver une économie si de marché. Si on n'a plus une économie qui fonctionne, et ensuite j'ai toujours expliqué que la monnaie c'était l'envers d'un autre concept qui s'appelle la nation. Donc si on garde l'euro, ça veut dire qu'on condamne la France à la disparition. Donc on ne peut pas faire une campagne identitaire et dire qu'on va rester dans l'euro. C'est contradictoire, ça peut pas marcher, quoi. L'un des outils essentiels de la souveraineté d'une nation, c'est sa monnaie. Et ça s'appelait le franc parce que la France était le pays des francs, quoi. C'était l'euro, c'est une monnaie qui n'est la monnaie de personne. Alors, où en sommes-nous dans le grand reset? Et penses-tu que la Chine et la Russie sont-elles de mèche? Le grand reset. Alors, il faut définir d'abord ce que c'est que le grand reset. C'est cette espèce d'effort qui a été fait par tous les gens du groupe de Davos. Et là, je vais reprendre une analyse qu'a fait Mathieu Bock-Côté. Le grand reset, c'est assez simple, c'est de dire, dans le fond, la légitimité du gouvernement. Le gouvernement, c'est celui qui a le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire qu'il peut vous mettre en prison, C'est Max Weber. Oui. Donc, ça, c'est ce qui est une nation délègue à son État le monopole de la violence légitime pour être exercé sur un territoire. C'est assez classique. Ce monopole de la violence légitime était fondé sur la souveraineté du peuple. Le peuple, c'est le souverain. Depuis qu'on a coupé la tête à Louis XVI, la souveraineté est passée du roi, qui représentait la France, au peuple français. Et depuis environ 30 ou 40 ans, il y a un mouvement très fort qui est fait pour que cette souveraineté passe à des tribunaux internationaux. Du style Cour européenne de justice, etc., qui ne sont, dans le fond, responsables devant personne, qui ne sont pas élus, et qui sont censés créer une espèce de droit international qui s'appliquerait. Donc on a remplacé la souveraineté
du peuple par la souveraineté des cours de justice qui exercent en dehors de chaque nation et qui sont censés dire le droit, le bien et le bon, en quelque sorte. Et c'est ça le grand reset, c'est enlever la souveraineté pour la donner à des gens non élus. Donc c'est une sorte de gouvernement mondial. C'est une sorte de gouvernement des juges, mondial et des juges qui partagent les intérêts de ceux qui veulent ce gouvernement mondial. En fait, c'est ce que tu disais hier. Tu disais on se retrouve quelque part avec deux choix gris. C'était l'émission que vous verrez, enfin qu'on a tournée hier. Soit le choix de ce monde de Davos, soit le choix, dans ces cas-là, de la Chine où il y a une économie libérale, en tout cas une économie capitaliste qui fonctionne, mais aucune liberté publique. Mais un fascisme. Mais un fascisme, une liberté publique. Donc, deux choix qui ne sont pas très sexy si on les met à plat. C'est le vrai problème que j'ai, c'est que quand j'étais jeune, il y avait les westerns, vous savez qu'à l'époque, n'étaient pas des westerns compliqués. Il y avait le gentil qui avait un chapeau blanc, le méchant qui avait un chapeau noir, et puis c'était la lutte du méchant contre le gentil. Bon, ça faisait très bon western d'ailleurs. Assez simple à comprendre. C'est un peu aussi comme la guerre des étoiles, si vous voulez. Quand on voit Darth Vader, on se dit pas c'est un gentil, quoi. Donc, avec son... Ou sinon, on met une musique de Sergio Leone dessus et on voit très bien qu'il est le méchant. On voit très bien qu'il est le méchant, Donc, il y avait le bon et le méchant. Et aujourd'hui, vous vous dites d'un côté, c'est ce que tu dis, c'est que mon choix, c'est de dire, soit je préfère un système où il y a la liberté économique en Chine, mais un fascisme politique, c'est le gouvernement chinois, soit nous avons le gouvernement des juges, et qui n'est responsable devant personne, et une espèce de capitalisme monopolistique mondial, ce que j'appelle le capitalisme de connivence, parce que les cours sont d'accord avec les grands capitalistes mondiaux. Par exemple, une grande partie des juges de la Cour européenne de justice, de la Cour des droits de l'homme, ont été plus ou moins façonnés et mis en place par Soros. Donc, si vous voulez, on retrouve bien on trouve le même... Donc, ce sont deux choix qui sont... pas bien attrayants, tous les deux. Et alors, à ce propos, puisqu'on était sur la Chine... la Chine et la Russie, est-ce qu'elles sont d'accord ? Ça a été une de mes immenses surprises, à quel point, sous la pression du Congrès des États-Unis, depuis plus de 8-10 ans à peu près, les États-Unis ont fait pression pour embêter la Russie. J'ai jamais très bien compris pourquoi, mais en embêtant la Russie, en mettant des sanctions contre la Russie à cause de l'Ukraine ou à cause de la Crimée, etc., vous forcez la Chine et la Russie à se mettre d'accord. En fait, quelque sorte, les Américains ont jeté les Russes dans le bras des Chinois. Et ils le font de plus en plus. Ce qui me paraît une histoire de fou, parce que je ne comprends pas quel est leur intérêt là. Ça me paraît... Peut-être qu'ils ne réfléchissent pas deux coups avant et qu'ils réfléchissent juste le premier coup qui est juste d'embêter la Russie. Ils veulent embêter la Russie et ils étaient tout contents parce qu'ils pensaient qu'ils allaient faire perdre Sébastopol à la Russie. Sébastopol, c'est en Crimée. C'était la base militaire qui permettait à la Russie de contrôler une partie de la Méditerranée. Donc je sais pas, ça me rappelle toujours l'histoire de France où en 14-18, le but de toute la diplomatie française, c'était quand même de faire tomber l'Autriche-Hongrie parce que c'était l'ennemi depuis Richelieu à peu près. Et la diplomatie française ne s'est jamais rendu compte que le vrai ennemi, c'était la Prusse. C'était plus l'Autriche-Hongrie. Normalement, on aurait dû s'allier avec l'Autriche-Hongrie pour coincer la Prusse. Là, il semble qu'il y ait toute une série de diplomates aux États-Unis ou d'hommes politiques qui ont vécu les années de la guerre froide avec l'Union soviétique et qui ont décidé qu'il fallait que le principal ennemi, ça risquait d'être la résurgence de la puissance russe. Je sais pas, il y a toute une série d'analyses là qui me paraissent extraordinairement faibles, mais en tout cas, oui, la Russie et la Chine s'entendent de plus en plus, c'est évident. Alors, à ton avis, tu en avais déjà parlé dans une vidéo, parce que je crois que c'était un parallèle avec le développement économique post-guerre en France, mais pourquoi le protectionnisme, pour toi, fonctionne en Chine ? Ah, ça c'est une bonne question. Quand vous arrivez dans un pays
où aucun investissement n'a été fait depuis un siècle, hein, qui était le cas de la Chine. Parce qu'il n'y a eu aucun investissement d'infrastructure fait en Chine de 1890 jusqu'à 1900, presque un siècle, presque à 1990. Il y a eu pas de maison bâtie, pas de rien. Et donc vous êtes au pouvoir et vous dites il faut que je fasse de la Chine un pays moderne. Donc il faut bâtir des routes, des aéroports, des hôpitaux, des villes nouvelles. Les Chinois ont transporté 500 millions de personnes dans les 40 dernières années de la campagne à la ville. C'est la plus grosse migration qu'il y ait jamais eu dans l'histoire. 500 millions de personnes, et ça s'est passé en plutôt bon ordre, ça s'est bien passé. Donc comment ils sont arrivés à ce résultat extraordinaire? Ils ont créé un système où ils avaient monopolisé l'épargne et ils investissaient cette épargne dans l'économie, les infrastructures domestiques. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'avaient fait les hauts fonctionnaires français en 1945, quand ils ont fait les investissements après la guerre, donc les routes, les hôpitaux, les autoroutes, etc. Et donc, à ce moment-là, c'est assez facile parce que, si j'ose dire, on sait comment faire des routes, on sait comment faire des hôpitaux, on sait comment faire des aéroports, on sait comment relier. Tout a déjà été fait ailleurs. Oui, et puis c'est un moment où, du coup, le rôle de l'État, même s'il n'est pas régalien, est essentiel et encadré. Et encadré. On sait à quoi sert l'épargne. Certes, il peut y avoir un peu de mou dans les voiles parce qu'il peut y avoir un petit peu, on peut payer un peu de ci ou ça, certes, mais en attendant, il y a des routes, il y a des constructions, il y a des immeubles. Et donc, dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est que dans le fond, il faut bloquer le taux de change à un niveau très bas pour empêcher les gens d'acheter des importations. Et puis pour exporter au maximum, ça permet un développement. Ça, ils savent très bien faire en Asie. Ça, ils savent très bien faire en Asie. Et donc vous faites ça. Puis arrive un moment où vous avez, si j'ose dire, assez de routes, assez d'hôpitaux, assez d'écoles. Enfin, les investissements ont été faits. Et à ce moment-là, la croissance ne peut plus venir du rôle de l'État. Parce que, c'est pas lui qui va inventer un nouveau truc. Je veux dire, lui, l'État, il sait bâtir des infrastructures, il sait organiser l'espace, en quelque sorte, bâtir des canaux, et bon. Pareil, je vous donne un exemple, c'est que le premier pont sur le Yangtze, qui est la grande rivière qui traverse la Chine, qui est de la taille, quasiment, c'est presque aussi large que la Méditerranée, j'exagère, mais enfin, bon. Le premier pont a dû être fait dans les années 50. C'est-à-dire que la Chine avait toujours historiquement un problème énorme, c'est qu'il y avait la Chine du Nord et la Chine du Sud, et qu'on ne pouvait pas passer de l'un à l'autre facilement. Donc quand on a fait un pont, ça a permis d'un seul coup de relier les deux Chines par le transporteur, et c'était un bouleversement incroyable. Maintenant, il y en a 42 des ponts, c'est le plus gros problème. Donc ça, c'était ça le boulot. Et puis ensuite, il faut laisser, dans un deuxième temps, ces infrastructures doivent être utilisées par des gens qui produisent des choses que les autres achètent. Là, en quelque sorte, il y a un donneur d'ordre de l'État et puis le système productif Bouygues, allez, qui est en France, qui fait des machins. Mais donc, il n'y a que deux personnes qui se parlent, quoi. C'est pas très difficile à organiser. Mais quand vous voulez lancer, je sais pas, un carrefour, des choses comme ça, c'est des magasins, ça change tout. Donc, beaucoup de pays ont réussi l'espèce de décollage économique de l'infrastructure, et puis ensuite il faut que l'État se retire et laisse monter le secteur privé pour utiliser ces infrastructures de la façon la plus rationnelle possible en utilisant la destruction créatrice, c'est-à-dire la meilleure gagne, les autres perdent. Et ça, c'est très difficile à organiser parce que ça veut dire lâcher un petit peu du contrôle. Et on sait que nos fonctionnaires, tous les fonctionnaires ont beaucoup de mal à lâcher un petit peu de contrôle. Lâcher le contrôle. Alors, ce qui s'est passé en Chine, on a étudié ça de près avec nos équipes à Pékin, etc., c'est qu'ils ont lâché le contrôle petit à petit sur un secteur après l'autre. C'est-à-dire, par exemple, ils ont d'abord lâché le contrôle sur l'agriculture. En disant, maintenant, on va arrêter toutes ces histoires de plans et tout, chaque paysan fera ce qu'il veut dans son coin, donc on a arrêté le contrôle sur l'agriculture, puis ensuite on a arrêté le contrôle sur une partie de l'industrie. Puis ensuite, et arrive le moment maintenant où il va falloir lâcher le contrôle sur l'épargne, les marchés financiers, les taux de change. Oui, mais ils sont curieux, tu vois, quand même. Ils l'ont fait tout doucement. Oui, mais reprenons là par exemple le secteur des médias. Ils laissent se développer des trucs
énormes comme TikTok et ainsi de suite. Le truc s'emballe plus ou moins puisque ça devient une plateforme de jeunes. Et là, on a vu récemment, ils disent « Ah oui, mais non. On trouve que finalement, nos jeunes passent trop de temps dessus. Donc, en Chine, on n'aura pas le droit d'utiliser le réseau. Les gens n'ont pas le droit de l'utiliser plus d'1 heure par jour. » Et c'est-à-dire que du jour au lendemain, quand même, ce gouvernement chinois peut prendre des décisions totalement autocrates. Totalement. Et c'est ça qui est très étonnant, c'est que M. Xi, le président, a dit, écoutez, le but de l'éducation qu'on donne à nos enfants, c'est pas qu'ils passent leur temps à jouer à des jeux vidéo sur le... Oui, en bouffant des chips et en buvant du coca. Je lui jette pas la pierre. Non, mais je dis que c'est quand même... Il a dit, non, maintenant, il a donc dit ce qu'il faut, c'est que les jeunes cessent d'aller travailler dans ces sociétés qui, dans le fond, ne produisent rien si ce n'est de l'amusement, en quelque sorte, et se mettre à travailler dans les industries de logiciels qui travaillent pour l'industrie, pour des choses qui sont vraiment utiles. Donc, il garde à l'esprit que, dans le fond, de temps en temps, le marché se lance dans des activités qui peuvent être extrêmement rentables, mais qui, dans le fond, n'ont pas une utilité publique particulièrement forte. Je pense à, à Facebook, à des trucs comme ça. À TikTok, à Facebook. Donc il dit, écoutez, non, ça c'est pas notre truc. Donc, et à ce moment-là, il y a une deuxième chose qui s'est passée, c'est que les gars qui avaient créé ces groupes comme Alibaba, Ma, là, qui était le patron, il y a un début d'année, a dit, vous savez quoi les gars à Pékin, ils comprennent rien à l'économie. Moi, ils voulaient lancer une espèce de banque en ligne énorme. Moi, je vais vous montrer comment il faut faire. Moyennant quoi, il est allé faire 15 jours ou un mois à la campagne, à ramasser des tubercules, et on lui a fait comprendre que c'était pas lui le chef. Oui. Alors que le mouvement inverse s'est passé aux États-Unis, quand on voit le rôle éminent que jouent justement les Soros, le patron d'Amazon, le patron d'Apple, etc. C'est eux qui maintenant donnent des ordres au gouvernement américain pour leur faciliter le travail. Donc, il y a aussi en Chine quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'ils ont assuré la prééminence du politique. C'est-à-dire qu'ils ont dit, c'est pas le gars qui gagne le plus d'argent qui est le chef. Le chef, ça reste le pouvoir politique. Le chef, ça reste... Donc il y a aussi cette différence de conception de la société. De conception de la société. Alors là, on va revenir un petit peu sur la monnaie, la finance à proprement parler. On a 2-3 questions, un peu dans cette verve. Comment pourrait-on sortir totalement du système bancaire traditionnel et protéger son épargne aujourd'hui ? Alors, on en a un peu parlé hier. En tout cas, ne pas conserver de position en cash. Bien sûr, la première des choses, c'est que... je pense pas qu'aujourd'hui, à court terme, il y ait un problème sur le système bancaire en tant que tel européen, puisqu'il a été de facto, et quasiment déjuré aussi, nationalisé. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a une banque qui a des problèmes, la BCE lui transfère de l'argent et puis il se passe rien, quoi. Je veux dire, on va pas avoir les guichets qui ferment ni des runs sur les banques. Ça, c'était quelque chose qui aurait été possible il y a 4-5 ans ou 10 ans dans une économie de marché. En 2008, on l'a vu avec Lehman Brothers, ça maintenant c'est complètement exclu. Donc, oui, mais enfin, il y a quand même un moment, le QE, là, on est à 74%, il y a un moment, ils vont devoir arrêter. Mais alors, ce qui peut se passer, c'est que vous ayez une banque qui ait des difficultés, particulièrement mal gérées, ou qu'il y ait des pertes abyssales qui se passent dans des produits dérivés auxquels personne ne comprend rien. Indexia. Indexia ou un truc comme ça, boum, ça pète. À ce moment-là, ce qui peut vous arriver, d'après les lois qui ont été passées en août, je ne sais plus très bien, c'était en août, je me souviens, de toute façon, vous faites passer ce genre de loi toujours en août quand personne ne regarde, quoi. Mais c'était il y a 5 ou 6 ans aussi. Comme les lois sur les trusts. Oui, comme les lois sur les trusts. Donc on peut, à ce moment-là, vous payer le cash que vous avez dans votre compte pour recapitaliser la banque. Oui, ça c'était ce qu'ils ont fait à Chypre. C'est ce qu'ils ont fait à Chypre. Donc ça veut dire que tout cash que vous avez dans la banque est en quelque sorte, ils peuvent décider qu'ils vont vous en prendre la totalité, la moitié, ou qu'ils vont vous rembourser simplement 50 000 ou 100 000 euros, j'en sais rien, combien vous avez de cash. Donc, la première des causes, c'est le cash, c'est tout à fait un... Non. Un big no-no. Un big no-no. C'est le cash, il n'y a pas de doute. Comment vous pouvez sortir du système bancaire ? La seule façon objective de sortir du système bancaire, et ça va pas être facile, c'est d'avoir de l'or.
ou alors d'acheter des cryptos. Mais les cryptos, le problème, je vais d'abord commencer par les cryptos, le problème c'est que vous achetez des cryptos, très bien, vous gagnez plein d'argent, ça bouge, ça monte, vous vous amusez beaucoup, ça baisse. Mais le problème c'est quand vous faites descendre ce crypto au niveau de l'achat. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous gagnez plein d'argent dans le monde, là, dans le monde virtuel, puis maintenant vous dites, bon, ben, j'aimerais prendre cet argent, aller m'acheter une maison. Comment vous faites? Où est-ce que vous faites descendre votre pognon? Comment vous expliquez au fisc que oui, vous aviez mis 1000 euros et maintenant ça vaut 10 millions d'euros, j'en sais rien. Et c'est une plus-value, tu dois pouvoir l'écrire comme une plus-value sur une action. Ben justement, c'est pas très net ce que c'est. C'est une plus-value. Ça doit être une plus-value, mais pour l'instant, mais le faire descendre, ensuite, les outils sont pas... Par exemple, si tu dis, ben écoutez, j'avais ce compte crypto, tu vas au Crédit du Nord, où je suis, et tu dis, j'ai 10 millions à faire descendre des cryptos, ils vont jamais accepter. Ils vont dire, mais non, on sait pas ce que c'est ce truc-là. Non, ça vient sans doute du trafic de la drogue que vous avez transféré. Il faut que vous prouviez... Et tu peux pas acheter de l'or avec ta crypto? Ben non, pas vraiment, parce que l'or, maintenant, c'est encore plus réglementé. Si tu achètes de l'or, tu dois remplir des documents. Ouais. Donc, quelque part, le vrai problème du crypto, c'est que vous vous amusez comme un fou là, puis c'est le moment de... C'est quand tu veux liquider ta position. C'est quand tu veux faire descendre ça en disant, bon, maintenant, j'ai assez de crypto, j'ai assez joué, je vais m'acheter une jolie maison. À ce moment-là, ça marche plus, quoi. Donc, il y a un vrai problème de passage. Si je veux dire, le crypto, c'est peut-être une réserve de valeur, c'est peut-être... mais ça n'est pas un outil de transaction. C'est le passage à l'outil de transaction que pour l'instant les gens dans le crypto-monnaie n'ont pas réussi à faire. Je suis sûre que plein de gens en commentaire vont t'expliquer que c'est pas vrai du tout et qu'il est très facile. Je n'y connais absolument rien, donc je ne m'avance pas, mais en général les gens sont toujours là pour t'expliquer que pas du tout. Pas du tout, mais enfin... Ce que je sais, c'est que les gars qui ont des cryptos réussissent pas toujours à vivre avec, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'ils ont un argent considérable, mais que... Et alors reste l'or. Mais l'or, le problème, c'est que si vous en achetez, vous allez vous retrouver avec mettons des pièces. Vous avez acheté des Napoléons, allez. Vous allez vous retrouver avec des pièces, mais vous allez vous retrouver avec des pièces chez vous. Et donc, s'il y a le mauvais garçon du quartier qui vient vous faire un casse, il peut... Tu peux prendre un coffre à la banque, tu peux Mais je crois que maintenant, dans les coffres à la banque, l'État a le droit de dire qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre. Ils ont... je crois qu'il n'y a plus de... Il n'y a plus de secret bancaire là non plus. Et donc, je veux dire, c'est que ça devient extraordinairement difficile d'avoir de l'argent pour vivre tous les jours, qui ne soit pas dans le système. Ils ont tellement tout monté. Dans le fond, on est, avec notre carte de crédit, on est suivi. Entre la carte de crédit et le téléphone, ils savent, s'ils le veulent, seconde par seconde, ce que tu es en train de faire, où tu es, quoi. Donc, le vrai problème, c'est ça va être difficile d'éviter d'apparaître où que ce soit. Et alors, est-ce que cela te semblerait possible de se passer des grandes banques de dépôt et de créer comme une sorte de service public de crédit? Oui, c'est pas une idée qui est pas service public de crédit, mais... C'est-à-dire, on en parlait hier encore une fois, de séparer les banques de dépôt et les banques casinos. Les banques d'affaires, en fait... Oui, c'est tout à fait ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire qu'il faudrait littéralement prendre les 3 ou 4 grandes banques françaises et les casser là où elles étaient il y a 50 ans, c'est-à-dire recréer un crédit du Limousin, etc., et surtout avec interdiction au crédit du Limousin, qui ramasse l'argent du Limousin, d'aller le prêter à des entités à Paris qui vont spiler. Donc, il faudrait que les dépôts locaux servent aux entreprises locales, en quelque sorte, et de façon à éviter cette désertification de la France. Moi, je crois que là, aujourd'hui... À l'époque, on pouvait escompter aussi ces traites auprès de la Banque de France qui permettaient... qui était beaucoup plus facile. Il faudrait recréer... si on veut faire
un retour vers la proximité. Ce que disent beaucoup de gens, on s'est rendu compte que dans le fond, faire venir ces cerises du Chili, c'était pas très malin, on pouvait attendre Enfin bref. Donc recréer, c'est une des tendances actuelles, recréer la société de proximité. Ben, la société de proximité exige des banques de proximité. Tu peux pas avoir une société de proximité qui envoie tout son pognon à Paris. Le village local, à la limite, il doit avoir sa banque et le patron de la banque doit savoir que Duchemol est honnête et que l'autre, là, c'est un faiseur. Et donc, il le sait parce qu'il connaît les gens personnellement. Donc, si on veut, si on veut recréer la proximité, ben, il faut recréer des banques de proximité. C'est pas, il faut donc casser ces banques en une dizaine de banques chacune. D'accord. Alors, on en a parlé hier, mais la question taraude véritablement les auditeurs. Comment connaître le véritable taux de l'inflation actuelle et est-ce que pour toi, il existerait une méthode de calcul parce qu'on est bien d'accord que les méthodes de l'INCE qui met à par exemple 6% la part du loyer dans c'est n'importe quoi et ça n'est pas non plus corrélé avec les niveaux de vie, la façon dont il regarde le panier de la ménagère. Donc pour véritablement voir l'inflation, c'était la méthode dont tu parlais hier, c'est-à-dire de quelque part regarder la quote-part disponible une fois tous les enquiquinements payés. Voilà. Une fois son loyer, son NJ, son téléphone, sa taxe d'habitation. Les études des enfants, etc. Voilà, combien il nous reste une fois que tout ça est fait. Oui, ben, c'est très difficile parce que enfin, l'indice du niveau de vie, bon, on essaye de mesurer le niveau de vie des gens, bon, mais quand j'étais étudiant et que je gagnais pas un rond, que j'avais pas un rond, mon budget était très simple, c'est-à-dire que je dépensais à peu près un tiers de mon budget dans les trucs énergétiques, à me déplacer, à aller à gauche, à droite, à me chauffer. Et puis j'avais un tiers pour la bouffe, et puis et le troisième tiers, j'ai payé mon loyer, quoi, oui, ma chambre d'étudiant, n'importe quoi. Donc mon budget était très simple, j'avais 3 postes. Et ces 3 postes, la bouffe, le logement et le mouvement, en quelque sorte, ce sont 3 postes qui sont extraordinairement importants pour les tout petits revenus. Maintenant, au niveau où j'en suis, je suis devenu un vieux crabe qui a un peu d'argent. Ces 3 postes ne présentent plus grand-chose pour moi. Ils sont, je veux dire, ce qui arrive dans les... Donc, une hausse des prix des loyers, du transport et de la bouffe est extraordinairement pénalisante pour les gens qui ont des petits revenus. Et pour un gars comme moi, ça m'agace, mais enfin, je veux dire, ça change pas ma vie, quoi. C'est parce que j'ai... Donc, grosso modo, le taux d'inflation qui fera mal aux petites gens, à moi, ne me fait rien du tout. Et il me fera rien du tout si, en plus, ces 3 postes sont plus ou moins payés par l'administration parce que je suis un politique. Oui. Donc, lui, il s'en contrefou. Et donc, il faudrait presque calculer un indice des prix par niveau de revenu. Oui, bien sûr. Mais ce qu'on essaye, c'est de trouver une espèce de cote mal taillée qui soit l'indice des prix de tout le monde. Et c'est là qu'est l'erreur. Mais je tiens à attirer l'attention des auditeurs, là, c'est que toutes les études que j'ai faites montrent que si les petites gens qui souffrent de ces 3 prix, quand ils montent, quand ça monte vraiment, ils dégustent comme des fous, et ensuite le reste de l'économie s'écroule. Parce qu'ils ne consomment plus sur aucun autre poste. Exactement. Donc tout l'argent qu'ils dépensaient dans les autres postes, comme le match de rugby ou l'opéra ou j'en sais rien. Chez Darty, chez Decathlon. Mais d'un seul coup, ils n'ont plus suffisamment d'argent et donc leurs dépenses superficielles, en quelque sorte, baissent de 100% parce que d'un seul coup, ils n'ont plus le pognon. C'est le drame des gilets jaunes. C'est quand on a augmenté le prix du diesel, d'un seul coup, ils n'avaient plus de quoi aller au match de rugby, quoi. C'était, ils en sont à un point comme ça. Du coup, tu peux plus faire un ciné. Donc pour moi, c'est ça, tu peux plus faire un ciné. Donc il faudrait calculer l'indice des prix de détail pour les gens qui ont
un revenu très faible, parce que c'est là qu'une hausse de l'inflation a un impact monstrueux. Et je crois qu'on n'y fait pas assez attention, parce qu'on raisonne en moyenne. On dit, bon, bah allez, le pétrole est monté de 10%, c'est embêtant, mais enfin, le gaz est monté de 20%, c'est embêtant, mais oui, c'est bien joli, mais si la hausse de 10%, la hausse de 20% fait que les 100 euros que j'avais par mois pour m'amuser deviennent zéro, ben, les amusements, ils vont passer à zéro. Donc, les gens ne comprennent pas cet effet de seuil. De seuil, d'un seul coup, on passe de, bon, je rame, à je suis dans la misère. Mais en très peu de variations. Donc, c'est pas tellement la variation des prix qui est importante, c'est la variation des prix qui touche le bas de l'échelle. Et ça, c'est très facile à calculer. D'accord. Vous prenez l'indice des prix de l'INSEE, vous prenez l'indice de l'énergie, vous prenez l'indice du loyer réel, et vous prenez l'indice de la bouffe, les prix de la bouffe, et vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple aux États-Unis, d'après les calculs que je fais, l'inflation officielle est aux alentours de 2,5-3, et ces trois prix sont en hausse de quasiment 10%. C'est-à-dire que les petits gens aux États-Unis doivent ramener comme des fous. Comment vois-tu la situation économique et géopolitique pour les prochains mois, et est-ce que tu penses qu'on se dirige vers une sorte de contrôle social à la chinoise, et quel serait en ce cas l'impact pour notre économie française? Oh ben l'économie, oui. Vous savez, il faut dire un petit peu le contrôle social en Chine. Ils ont un système de reconnaissance faciale des Chinois partout. Et s'il y a un gars qui traverse en dehors des clous, quand il n'a pas le droit de traverser... Ça va te dire, parce qu'à Paris, on a ce qu'on appelle traverser à la parisienne, c'est-à-dire que tu te lances au milieu des voitures. Au milieu, tu te lances, voilà, et t'attends tranquille. Et t'espères que les autres vont pas... Et ils le font. À Londres, ils te rondulent dessus, mais à Paris, tu peux te jeter sous les voitures. Ils s'arrêtent. Donc, et à ce moment-là, si vous traversez en dehors des clous, vous avez un mauvais point. Oui. On vous l'enlève automatiquement. Puis ensuite, si vous faites autre chose... Une sorte de livret ouvrier. Voilà, vous avez un petit livret où vous avez tout ce que vous avez fait. On vous surveille à la seconde. Et quand vous avez... Moi, ils font un peu ça chez les Suisses. Hein. Oui. Non, ça ne passera pas la peine chez les Suisses. Mais parce qu'ils ne traversent pas en dehors des clous. Et donc, vous vous retrouvez à ce moment-là avec un livret où vous avez tous vos mauvais points. Et si vous avez trop de mauvais points, vous ne pouvez plus prendre le train, vous ne pouvez plus prendre l'avion, et vous commencez à avoir des problèmes au boulot. Donc, alors les gens qui ne se sont pas fait vacciner aujourd'hui, par exemple, ils risquent de se retrouver sans boulot. Ils risquent de se retrouver sans boulot. Mais imaginons que une grosse partie des infirmières et la trouille du vaccin, ce qui semble être le cas, parce qu'elles ont vu quand même des tas de cas dans les hôpitaux qui n'avaient pas l'air bien nets, quoi. De toute façon, qu'elles aient vu ou qu'elles aient pas vu, c'est presque pas la question. Si elles n'ont pas envie de se faire vacciner, Dieu du ciel, c'est leur corps. Enfin, c'est leur corps, elles font ce qu'elles veulent. Et qu'elles décident de passer en libéral et de s'arrêter d'aller travailler à l'hôpital. Ben, nos hôpitaux, ils vont se retrouver mal, hein, parce que déjà, il y a un manque d'infirmières. Et puis, s'il y a des docteurs qui refusent, et puis s'il y a des... Donc, on va se retrouver dans un monde où il y aura ceux qui ont été vaccinés, peut-être on leur supprimera la sécurité sociale, ou on leur supprimera les allocations familiales, puisqu'ils ne sont pas des bons parents, puisqu'ils n'ont pas fait vacciner, etc. Donc, ça, en général, ça ne passe pas dans le Conseil d'État, mais bon... Oui, mais avec le Conseil d'État actuel, moi j'ai eu le Conseil Parce qu'à chaque fois, ils essaient de faire ça, tu sais, pour les parents de gamins qui vendent de la drogue, et ainsi de suite. Là, il vient d'avoir une condamnation, mais c'était à mon avis parce que la mère a dû être jugée comme complice, parce que là, c'était en recel, et ainsi de suite. Mais sinon, quand spontanément, ils essaient d'enlever les allocations, le Conseil d'État leur tombe dessus en disant « mais non, c'est de là, bon. » Mais bon, après, je ne serais pas étonné de... Mais le Conseil d'État pourra décider que compte tenu de l'urgence sanitaire... Voilà, compte tenu de l'urgence sanitaire, il fait bon. Donc, encore une fois, c'est une marche. On va devenir de plus en plus... Quand vous bouffez de la viande aujourd'hui en France, vous pouvez... T'as fini de ronfler, toi? Tu lui parles de viande, alors.
Forcément, regarde-le là. Évidemment, il se met à ronfler l'autre. Donc quand tu bouffes de la viande, tu peux demander littéralement à ton restaurant de te donner la traçabilité de la viande, d'où elle vient. Ouais, tu mon sais, boucher a ça, hein, il a des sortes de petits cartons. mais il a des il codes te dit, barres. ça vient Des petits codes barres. Donc je suis content de savoir qu'on va tous avoir notre petit code barre sur lequel tout sera inscrit, et quand vous passerez au restaurant, quand vous irez voir un match de foot, on saura que vous êtes allé au restaurant sans que vous êtes allé à un match de foot. Je voudrais pas dire du mal de Jean-Thérèse, mais toi comme moi, on a eu un super contrôle fiscal il y a quoi, 4 ans maintenant? Oui. Ouais, et ils voient tout. Ah, ils savent tout. Ah, ils savent tout. Vous avez loué une voiture chez Avis le 31/12. Est-ce que vous avez payé? Tu te dis, moi, tu te souviens plus que tu as loué une voiture. On te demande comment tu l'as payée. Si, alors, ce jour-là, je sais pas. Mais ce que j'avais appris lors de si tu avais 200 € en cash, tu les as donnés. Comment vous les avez payés, machin truc. Enfin, c'est hallucinant. Ils savent tout. Mais la minute, la station-service où tu t'es arrêté pour faire pipi, ils savent tout. Tout. Et ce qui m'avait le plus surpris, c'est qu'à l'époque, j'ai vu beaucoup à l'étranger. Ils avaient la liste des passagers de tous les avions qui se posaient à Paris. Et donc, ils me disaient, donc, vous me dites que vous étiez en Italie. Bah oui, c'est vrai, là, j'ai vérifié. Donc, les compagnies aériennes communiquent la liste des passagers au fisc français, pour que le fisc français puisse vérifier combien de temps ils sont restés sur le territoire, etc. Et ils savent la seconde où tu as remis les pieds à l'intérieur, la seconde où tu es ressorti. C'est hallucinant. C'est hallucinant, c'est fou ce qu'ils savent déjà. Donc là, ça va leur permettre de savoir encore plus. Et de le savoir quasiment en temps réel. Puisque, à mon avis, quand quelqu'un est véritablement suivi, ils savent en temps réel, bien sûr. Ils savent en temps réel. Donc, ça fait du bien de savoir. Alors, je sais très bien que, comme le disent toujours les imbéciles, si vous n'avez rien à vous reprocher, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre. Et vous savez qui était l'origine de cette phrase immortelle? C'était Goebbels. Oui, j'allais dire... C'était Goebbels. Donc, moi, je suis content de savoir que moi qui n'ai rien à me reprocher... mais encore une fois, je voudrais faire une remarque là, ayant été l'objet d'un contrôle fiscal, qui a été fait de façon parfaitement honorable, claire, précise, je tiens à le dire, par des fonctionnaires de très bonne qualité. Mais c'est vrai, sans aucune animosité. Ils étaient très bien, très corrects. Ça a pris du temps, mais... Ça a pris du temps, mais ils ont... Pour l'un comme pour l'autre, on n'a pas été trop martyrisés, ils nous ont pas embêtés. Mais... On a bien parlé. C'est très désagréable. Ah bah oui. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai oublié? C'est déjà désagréable. Il y a des trucs. Retrouver des papiers que tu as retrouver des papiers, des dépenses. Mais pourquoi vous envoyez 1000 € à cette personne? Mais je ne sais foutre rien. Qu'est-ce que c'était d'abord qui c'était là pour... Oui, et puis pourquoi votre ex-mari vous avez fait un chèque de 450 €? Bah, je me souviens plus. J'ai dû payer les cours de tennis et il m'a remboursé la moitié. Enfin bon, qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Donc, on se sent quelque part... quand on est face à une autorité, quand je reçois une lettre de ma banque ou quand je reçois une lettre du fisc... Oui, tu as d'abord 10 minutes je commence à transpirer. De suer nocturne, bien sûr. De suer nocturne, en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai l'impression d'être appelé chez le surveillant général quand j'étais gamin. On a tous ça. Donc, il ne faut pas... pour la santé publique, c'est pas bon, quoi. Alors, écoute, là, on va faire une petite aparté maintenant sur le libéralisme. Et les gens aimeraient que tu définisses en termes simples le libéralisme qui est le tien. Et ça nous amènera à une seconde question en lien avec cette première question. Très bien. Alors, c'est une question qui est extrêmement importante parce que les gens... Même si nous avons fait, je le rappelle, une émission sur le libéralisme, qui était la 4e, je crois, ou la 5e. Pour expliquer ce que c'était. Voilà. Donc, je vais essayer d'en au donner... cas où, il y a une émission. Si vous voulez qu'il y ait des développements un peu plus longs, si vous en avez... grosso modo... Pour vivre en société, bon, ce qui est le but de tout un chacun, parce que l'homme se définit par ses relations. L'homme est un animal social. L'homme est un animal social, il se définit par ses relations. Donc on a besoin de vivre en société. Il faut qu'il y ait un État. Et cet État, comme je l'ai souvent expliqué, il doit avoir, comme j'ai déjà dit, le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire qu'il peut utiliser la violence contre toi. Si tu fais pas... Si tu fais pas ce que l'État veut. Donc l'État
est à l'intérieur de la société, mais il y est extérieur, c'est-à-dire qu'il peut forcer la société à faire ceci ou cela. Il a ce pouvoir. Et donc, le vrai problème de la science politique depuis la nuit des temps, ça a toujours été, une fois que j'ai donné ce pouvoir à cet État, comment je vais l'empêcher de devenir tyrannique? Comment je vais l'empêcher de m'emmerder? C'est ce dont on vient de parler pendant 1 heure sur le Covid, sur tout ça. Comment je vais l'empêcher de m'emmerder? Tout le temps. Et il y a des tas de réponses qui ont été données. Bon, par exemple, le roi était censé être chrétien, donc pas faire des choses antichrétiennes, etc. Donc, bref, mais il y avait... La réponse apportée par le libéralisme est tout simple, c'est qu'il faut que l'État soit contrôlé par la loi. C'est-à-dire ce qui veut dire que la loi est la même pour tous, y compris pour l'État. Et qu'il n'y a pas de crime sans loi. Et voilà. Et cette loi, elle doit être faite par la représentation populaire. C'est pas l'État qui fait la loi, c'est le peuple en dessous qui délègue des gens qui vont faire la loi ou qui la votent lui-même comme en Suisse. Ça, c'est Karl Popper, voilà. La société ouverte, c'est-à-dire que les changements fondamentaux doivent venir de la base et remonter vers l'État. Et ça, c'est un véritable changement social. Ça ne doit pas venir du haut qui force un changement social. Donc ça, c'est... La deuxième chose, c'est qu'il y a le contrôle par la loi. Et deux façons à contrôler l'État par la seule façon dont il peut le contrôler vraiment, parce que c'est une grosse brute méchante, c'est par le pognon. C'est-à-dire que c'est le peuple, en quelque sorte, soit par ses représentants, soit directement comme en Suisse, qui vote le budget de l'État de façon à le contrôler, en quelque sorte. Ça, c'est un vœu pieux depuis un moment, parce que quand on voit les écarts de dette qu'on a depuis et alors, ce qui s'est passé, et alors Locke, qui était le grand penseur du libéralisme philosophique à la fin du XVIIe, a dit simplement, donc il faut que le budget soit voté par l'État. Et quelque part, l'État n'a pas le droit d'emprunter. Mauvaise pioche. Ça a été le cas quasiment au XVIIIe, au XIXe et jusqu'en 1950. Quand c'était... Oui, non, jusqu'à 74, jusqu'au premier choc pétrolier, on équilibrait plutôt les budgets. On n'était pas ridicule. Et on n'était pas. Et en même temps, il y avait un contrôle. Il y avait aucun problème. Il y avait la Cour des comptes, il y avait tout ça. Donc, le libéralisme, ça se définit par quelques notions toutes simples. C'est l'égalité de tous devant la loi. C'est-à-dire que la reine d'Angleterre est la première à obéir à la loi, en quelque sorte, il n'y a pas de problème. Deuxièmement, cette loi s'applique à l'État comme tout le monde. Et troisièmement... Sauf qu'en France, on a bien sûr des tribunaux administratifs. En France, le problème, c'est qu'il y a deux droits. Donc on ne peut pas être libéraux, puisqu'il y a un droit de l'État et un droit des gens, des manants. C'est-à-dire qu'en France, on retrouve, dans le système qui existait autrefois dans l'Église catholique, il y avait des tribunaux pour les clercs, et puis il y avait des tribunaux pour les manants, en quelque sorte. Et donc, c'était pas vraiment un système démocrate ni libéral. Et donc, on se retrouve dans un monde comme ça. Donc, c'est un monde où chacun sait que l'État est un mal nécessaire. Et donc, le but essentiel, c'est comment je contrôle ce monstre, et je le contrôle par le pognon et par la loi, et par le vote. Et aujourd'hui, on voit bien que la classe administrative ayant pris le contrôle de l'État, voter ne sert plus à rien, contrôler ne sert plus à rien, parce qu'ils ne contrôlent rien du tout, puisque c'est eux qui dépensent, donc ils s'en foutent de bonheur. Et l'égalité devant la loi, c'est à mourir de rire, quoi. Ça n'a plus rien. Suivant que vous serez... Donc, grosso modo, l'État le plus libéral dans sa conception aujourd'hui au monde, c'est probablement la Suisse. Parce qu'eux, ils contrôlent, et ils ont descendu le niveau de contrôle au niveau du canton, c'est-à-dire que... Ce qui devrait toujours, c'est ce que dit Nassim Nicolas Tayeb, que j'aime beaucoup, il dit « Moi, je ne fais confiance qu'aux fonctionnaires qui boivent de mon eau. » On boit du même puits. Quelque part, c'est les personnes qui prennent les décisions doivent vivre dans la même communauté que toi. D'ailleurs, moi j'ai une grande théorie, je pense que les architectes paysagistes devraient vivre dans les trucs qu'ils construisent pendant au moins 2 ans. On devrait les obliger. Quand ils construisent un truc, eux et leur famille devraient vivre avec. Je me souviens des HLM qui étaient construits par je ne sais plus quel architecte célèbre. Le Corbusier. Je ne sais plus, le Corbusier, je sais pas. C'était très bas de plafond. Oui, mais c'est pas ça. Mais lui, à l'époque, cet architecte, c'était pas leur Corbusier, c'était un autre. Il vivait rue du Dragon à Paris, dans un hôtel particulier du 17e. Mais il avait fait des trous à rats pour les autres. Donc, grosso modo,
C'est ça. Le libéralisme, c'est d'empêcher l'État de devenir le Léviathan. Alors, maintenant qu'on a un petit peu défini rapidement, encore une fois, on était allé plus en détail sur ce sujet, que réponds-tu à ceux qui te qualifient, car certains le font, et en général, tu le sais bien, on est 3 libéraux et on essaie de se séparer par groupe de 1. Absolument. Et on se parle pas parce et qu'on on se parle pas parce que n'est voilà. pas assez pur. Donc, quand Libération a sorti, encore une fois, ce formidable papier qui disait que tu soutenais Zemmour, les mêmes qu'avant se sont empressés d'aller raconter partout que tu n'étais pas un vrai libéral, que de toute façon tu étais un fauné, que de la même façon que tu avais soutenu Dupont-Aignan, tu soutenais maintenant Zemmour, et que tu n'étais pas un vrai libéral par opposition donc aux vrais qui sont naturellement nés sous les auspices des dieux de l'école autrichienne et qui eux donc ont la pureté des huiles saintes car ils ont été ouins dès tout petits sur les fronts baptismaux du Mont Pèlerin. Oui, alors oui, ça, en effet, je crains que Tu n'es pas cette pureté. je ne sois pas d'un caractère aussi pur que je devrais l'être. Mais alors, si tu venais à soutenir un type comme Zemmour, redis aux gens pourquoi ce type-là t'intéresse et pourquoi tu peux quelque part avoir cette dichotomie entre ce que tu penses pour le libéralisme et ce que tu penses de la France et comment tu hiérarchises tes valeurs dans son espèce de hiérarchie des normes. Oui, c'est intéressant. C'est intéressant comme question parce que ça force à réfléchir. Alors, pour revenir à Locke, il y a un truc qui est très intéressant qui dit Locke dans son traité sur la tolérance. D'ailleurs, je ne saurais conseiller à tous les gens qui nous écoutent de lire le traité sur la tolérance de Locke, il devrait être dans tous les... C'est pas le traité du gouvernement civil ? Non, il a écrit un essai sur la tolérance en expliquant qu'il... Il était pour ? Non, oui, mais à l'époque, c'était assez étonnant parce que la plupart des gens l'étaient pas. Mais il écrit ce traité et il dit « Mais toute cette tolérance ne s'applique pas aux catholiques en Angleterre parce qu'ils obéissent à un pouvoir extérieur. » Donc, ce que disait Locke, c'est que tous ces avantages de la démocratie et tout ça, c'était d'un niveau inférieur à la souveraineté de la nation. Donc la façon dont je raisonne aujourd'hui, c'est que je me dis, je regarde un type comme Dupont-Aignan ou Zemmour ou n'importe quoi, je me dis, ils sont pas d'accord avec moi sur les niveaux inférieurs. Mais un Zemmour, je sais très bien que sa première tentative, ce sera de recouvrir toutes les souverainetés de la nation, à partir duquel on peut faire les changements en dessous. Mais on ne peut pas faire des changements vers plus de liberté dans les structures bruxelloises actuelles, puisqu'elles ont délégué tous nos pouvoirs à des gens non élus. Donc le but, c'est de récupérer les souverainetés aux Davosiens. Voilà, de récupérer aux Européens, aux eurocrates, etc. Une fois que la France aura récupéré ses souverainetés, il y aura un débat à l'intérieur du pays sur ce qu'il faut en faire, comment les utiliser. C'est un peu ce qui s'est passé en Grande-Bretagne quand ils ont décidé de faire le Brexit. Et bon, ensuite, il y a eu des débats, ça continue, ils continuent à se mettre sur la gueule. Mais il ne faut pas se tromper. Il faut d'abord reprendre le pouvoir. Il faut d'abord reprendre la possibilité d'agir dans les domaines de la loi, de l'impôt, de la monnaie, etc., de l'immigration. Et ensuite, une fois que quelqu'un a repris ce pouvoir, on peut discuter de la meilleure façon de l'utiliser. Mais ça sert à rien. Ce que me disent les gars dont tu parles là, qui trouvent que je suis pas assez pur, c'est qu'ils mettent la liberté du style autrichien au-dessus de la souveraineté. Mais si on n'a pas la souveraineté, on peut pas le faire. C'est complètement idiot. Donc, moi je dis, et pour ça, je vais encore une fois citer mon cher père, qui avait pris la décision de suivre De Gaulle en 1941, c'est pourquoi il avait été condamné à mort, par un tribunal militaire, à Montpellier, si mes souvenirs sont exacts. Par Delade de Tassigny. Par Delade de Tassigny, qui était le président du tribunal. Et il y avait des discussions entre officiers terribles en 1941 en Syrie, en disant est-ce qu'il faut obéir à Pétain ou est-ce qu'il faut obéir à De Gaulle? Et ceux qui obéissaient à Pétain venaient voir mon père et lui disaient mais enfin, il est tout à fait évident qu'il faut le vrai danger historiquement maintenant, c'est les communistes. C'est les communistes, c'est l'Union soviétique, etc. Et mon père leur disait, à mon avis, vous avez tout à fait raison, c'est un danger très important. Mais une fois qu'on aura sorti les Allemands de France,
On s'occupera des cocos. On s'occupera des cocos l'étape suivante. Mais ne nous trompons pas d'étape. Ouais. On va serrer les problèmes. Ceux qui sont en France en ce moment, on va les mettre dehors, parce que c'est pas très normal d'avoir des ennemis sur le territoire si ça vous fait rire. Voilà, et remplacer les Allemands par Bruxelles. Donc on met les Bruxellois là où ils doivent être. On fait ce que j'appelle le Bruxit, c'est-à-dire qu'on sort Bruxelles de l'Europe, on recrée l'Europe d'avant Delors, et ensuite... Une Europe de la subsidiarité. Une Europe de la subsidiarité, chacun fait ce qu'il veut quand il veut, et ensuite, d'un bon pas, on se remet sur la gueule pour savoir ce qu'on va faire entre Français de nos libertés retrouvées. Mais l'idée que je peux faire des choses en France alors que tous mes pouvoirs ont été confisqués par des... c'est comme les gens, il paraît qu'il y a Pétain et les gens autour de lui discutaient à n'en plus finir de la notion de l'honneur de 42 à 45. Qu'est-ce que c'était l'honneur? Avec les Allemands à la maison, c'était une discussion qui devait être intéressante, mais théorique. Si je peux pas empêcher les Allemands de venir prendre des gens chez moi pour les foutre dans des camps de concentration, c'est pas bien intéressant, quoi. Et ben voilà, je crois qu'on a fait un petit tour. Il reste quand même une question fondamentale qui doit absolument être traitée, qui a été posée, je tiens à le dire, c'est pas moi qui l'ai sortie. Que pensez-vous du premier match en top 14 de Biarritz? Et êtes-vous impatient pour la suite? Alors, et ce sera le mot de la fin. Ce sera le mot de la fin. Alors l'histoire de Biarritz, je vais raconter en une seconde, si vous voulez. C'est qu'il y a quelques années, mon fils et moi avons pris une participation dans le club de Biarritz, qui allait très très mal, qui était en train de descendre, enfin bref, qui n'avait pas un rond, c'était la panique. Et donc je vais au conseil d'administration. Bon. Et en tant que représentant d'un actionnaire important, je demande les comptes. Je ne réussis pas à les avoir. C'est-à-dire que c'était tellement embrouillé, il y avait tellement de trucs qui se passaient. Bref, on ne me donne pas les comptes. C'est quand même normal de faire un audit quand on prend une participation. Bah, je demandais simplement les comptes. Je voulais savoir c'est normal d'auditer. Quel était le trou dans la caisse, combien il fallait mettre, etc. Des questions. Donc, j'ai honte de dire, hein, mais j'ai pris un coup de sang. Ça arrive. Ça arrive, et donc j'ai viré tout. T'as fait une grosse colère. J'ai fait une grosse colère et j'ai viré tout le conseil d'administration, puisque j'en avais le pouvoir. Et donc, mon pauvre fils, quand il s'est réveillé aux États-Unis ou au Canada le lendemain matin, il a appris que j'avais viré tout le monde, quoi. Ce qui n'est pas la chose la plus intelligente que j'ai faite dans ma vie, mais enfin, j'avais pris une colère, voilà, j'ai pris une grosse colère. Et alors, depuis, la famille Guimpe se retrouve embarrassée du Biarritz olympique, en quelque sorte. Et ce qu'on a fait, c'est que, on a fait ce qu'il fallait. D'abord, on a réussi à les sortir du trou financier, vaguement, puis on a sorti, l'année dernière, on a réussi à remonter en première division. Et on avait mis un type tout à fait remarquable en top 14, qui s'appelait Jean-Baptiste Adigé, qui a nettoyé ce qu'il fallait nettoyer, les écuries d'Augias et tout. Donc tout le monde détestait Biarritz. Mais enfin, il a réussi à faire monter le club. Et maintenant, nous nous retrouvons en première et nous avons des recrutements tout à fait remarquables. Et on a réussi à battre Bordeaux, qui est quand même la 3e, la 4e de Ligue de France, chez nous. Bien. On les a bien battus. Et là, on joue demain contre Perpignan, à Perpignan. Et ça va être chaud parce que c'est eux qui nous avaient battus en finale de la 2e division. Mais on sortait d'un match très difficile, donc on était très fatigués. Et là, on est moins fatigué? Là, on est moins fatigué, à mon avis. Eux aussi doivent être fatigués. Donc, je vais vous dire, un truc qui me fait toujours c'est que le rugby, c'est une image extraordinaire de la vie et de la guerre. Je veux dire par là, c'est le sport qui ressemble le plus à la guerre. Celui qui porte le ballon est comme celui qui porte le drapeau lors d'une charge, vous savez, à Hilo, je sais pas où. Et tous les autres doivent être derrière lui. Et s'il tombe, quelqu'un doit venir ramasser le drapeau. Et bon. Et donc, il y a dans le rugby une espèce de camaraderie. Vous avez les types qui courent vite, vous avez les types qui courent lentement, mais qui sont gros et qui peuvent... Et tout le monde s'entraîne et il n'y a pas de vedette. C'est-à-dire que c'est vraiment... On l'a très bien vu sur le papier, la semaine dernière, Bordeaux est bien meilleur que nous. Chacun des joueurs qu'ils avaient à chacun des postes était bien meilleur que nous. Mais nous, on était morts de faim. Donc, on leur a marché dessus pendant 60 minutes sur 80. Et c'est ça que je trouve au poil, c'est cette espèce de
comment dire, vous transformez du plomb en or dans une équipe. C'est-à-dire que vous avez 15 gars qui sont pas si bons que ça, mais quand ils se retrouvent ensemble, ils deviennent incroyables parce qu'ils connaissent toute la force et la faiblesse de chacun et ils préfèrent se faire tuer. Donc pour moi, le rugby, c'est une image à la limite de ce que devrait être une nation ou une entreprise. On sait que le gars d'à côté, moi j'ai eu des entreprises et tout, et il y avait des gars souvent dans mes entreprises dont je me disais, mais je sais pas très bien à quoi il sert, mais quand il est pas là, les autres ont pas le moral. C'est très marrant cette espèce de fait d'avoir un gars qui est là et qui détend l'atmosphère, quoi. C'est parlant de chien, par exemple. Un énorme facteur de productivité. C'est un énorme, lui, on peut pas dire qu'il soit très utile à la productivité, mais dans les grandes salles de trading, dans un certain nombre de banques, il y a parfois des chiens, parce que quand le type est sous pression énorme, le simple fait de caresser un chien le détend et lui permet de reprendre le... Eh ben, le rugby, c'est ça. C'est ce que je dis toujours, c'est une merveilleuse image de la vie. C'est ce qu'il y a de plus beau dans le monde. Et ben voilà, ça sera le mot de la fin. J'espère que vous avez été satisfait des réponses aux questions. On a essayé de faire de notre mieux. Continuez à en poser. Je les garde et je les pose au fur et à mesure. Il y en a certaines que j'ai pas utilisées parce que quand vous posez des questions un peu personnelles, du style que pensez-vous de Jean-Pierre Chevalier ou des choses comme ça, j'essaie de pas les poser, ou que pensez-vous d'un tel précisément, parce que c'est un peu gênant. Et puis Charles n'est pas là non plus pour être arbitre des élégances. Donc posez plutôt des questions générales que des questions un tout personnelles, parce que voilà, ça c'est pas... On n'est pas là pour noter les gens. Voilà, donc écoutez, merci de nous avoir suivis. On était ravis de cette émission et on vous retrouve donc la semaine prochaine pour un nouveau dossier qu'on n'a pas encore choisi et on verra bien. On verra bien. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, à bientôt.